Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Comme chaque semaine, nous invitons des personnalités ici sur le plateau de cette émission, tout simplement pour découvrir leur actualité. Alors aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir Monsieur Ndiaye, Mamadou Ndiaye. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes fondateur de Absaya et de Wasabi. Vous allez nous en parler ici sur le plateau de Diaspora Africa. Bienvenue. Merci pour l'invitation, c'est un honneur d'être ici avec vous. Avec grand plaisir. À côté de vous, vous avez Mohamed Bonkolé. Vous êtes entrepreneur spécialisé dans la cybersécurité internationale et vous avez créé l'entreprise ITNet Technologies. Exactement, exactement. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, les deux profils. Et oui, on parle technologie ici sur le plateau de Diaspora Africa, cybersécurité, meet-to-meet, etc., etc. Restez avec nous. Vous allez apprendre pas mal de choses et peut-être des opportunités aussi sur le continent africain. C'est très important ici sur Diaspora Africa. Alors, en face de vous, vous avez Babadem ainsi que Mister L. Comment allez-vous ? Impeccable. Impeccable. Monsieur L, Mister L, Mohamed, vous allez aujourd'hui nous parler d'une culture africaine, us et coutume. C'est une coutume chez un peuple du nord du Cameroun, le tissage prophétique. Exactement. C'est vraiment très intéressant. C'est rare aujourd'hui, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on est nombreux à ne pas connaître, je suppose qu'on ne connaît pas du tout. Tant mieux, on va apprendre dans cette émission Diaspora Africa. On continue avec Babadem, c'est lui qui fait briller les étoiles du continent. Et aujourd'hui, on va aller du côté du Tchad. Et une dame, vraiment, on voulait la mettre en l'honneur. C'est elle qui a fait tomber l'impunité du dictateur Hissène Habré. Mais je ne connaissais pas son histoire et je pense que vous allez découvrir et elle mérite vraiment cette lucarne en tout cas. Exactement, cette grande mise en lumière. On aime ça sur Diaspora Africa. Ils font briller l'Afrique et le reste du monde. Voilà, mesdames et messieurs, une partie du programme parce que d'autres choses vous seront proposées. Un tour d'Afrique, un pitch et bien sûr un petit quiz de temps en temps. Et à la fin, un débat, effectivement. Donc nous avons Johanna, originaire du Congo, qui vit à Bruxelles, qui nous envoie une question et on en parlera ici à la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Alors voilà le programme du jour et nous allons commencer tout de suite avec le voyage. Dans cette émission, nous aimons promouvoir les destinations africaines. Oui, voyageons, voyageons, voyageons et voyageons, pourquoi pas, en Afrique. Et là, destination, à votre avis, y a-t-il une destination que vous aimeriez visiter? Le Sénégal. C'est incroyable. Le lobby sénégalais en France est incroyable. Même si on ne veut pas parler du Sénégal, on est obligé de parler du Sénégal. Tu veux pas aller au Tchad? On a déjà été au Sénégal la semaine dernière. Ah ouais, donc c'est pour ça que nous disons ça. Et les téléspectateurs nous suivent. Je n'étais pas là, Et en plus, vous êtes sénégalais. Vous ne voulez pas découvrir un autre pays? C'est vrai, le Mali. Ah, bien. Il faut dire avec le cœur. On répète avec le cœur, s'il vous plaît. Le Mali. C'est mon pays. D'accord, très bien. Et vous, éventuellement? Moi, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais été? Non, jamais. D'accord, très bien. Et alors là, nous avons le Bénin, le Sénégal, le Maroc et le Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons ni en Côte d'Ivoire, nous allons ni au Sénégal. Destination Madagascar. Une île unique à découvrir absolument. Allez, on y va.
Allez, on revient. Et oui, on revient ici avec Aïssatou et la team. Oui, exactement, Madagascar. Une grande île à visiter absolument. En tout cas, ça vous a donné envie, n'est-ce pas? Absolument. Ah oui, Vous ne connaissiez pas? Pas du tout, pas du tout. Vraiment, Ouais, moi, j'ai des amis malgaches, mais je n'ai jamais pensé à y aller. Vous ne saviez pas qu'ils mais avaient un aussi beau pays? franchement, c'est pas mal, hein, c'est magnifique. Donc, peut-être prochaine destination et On dirait peut-être Singapour. prochain voyage que vous allez gagner ici sur Diaspora Africa. Ah oui, très Peut-être. bien. On veut nager avec les tortues, nous aussi. Exactement, exactement. En tout cas, Avec le merci ciel tout beaucoup bleu. à l'Office Exactement. du tourisme pour ces magnifiques images qui donnent envie. Allez, on poursuit. Avant d'inviter Mamadou Ndiaye donc à la barre, on va essayer de détendre un petit peu l'atmosphère rapidement. Donc, vous avez des buzzers. On aime promouvoir la culture générale ici sur le plateau de Diaspora Africa. Quand les gens regardent cette émission, on veut qu'à la fin, ils repartent en ayant appris beaucoup de choses. Donc, on essaie de poser des questions qui, voilà, pas forcément faciles, moi, je mais vais au avoir moins on pris apprend zéro, hein. tous ensemble ici sur le plateau. Donc, question est très importante, en plus très intéressante. On parle du diabète, on sait très bien que c'est un fléau sur le continent africain. De plus en plus de personnes sont touchées par le diabète. Et heureusement qu'il voilà, y a quelqu'un qui a découvert donc l'insuline hein, qui permet de traiter. Alors, à votre avis, quel pays a découvert l'insuline, traitement essentiel contre le diabète? Quel pays? Je savais. c'est dingue. Sénégal. On a dit que le lobby sénégalais était fort, mais il ne faut pas abuser quand même. États-Unis? Non, Baba. Joker, est-ce que c'est un pays en Afrique? Non. Ah, ok. Oui, bon, personne ne le sait, donc... La France. Non. C'est pas grave, jouez, Oui, dites. bah, La Chine. Non, allez-y. L'Angleterre, l'Angleterre. Non, allez-y, buzzez. ah oui, on va. Le Ah oui, Maroc. faut Non, chercher. non. Faut chercher. Bon, allez, je vous donne 3 points. Je devrais le savoir. États-Unis, France, Canada, Allemagne. 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 Et non, c'est le Canada. C'est le Canada, d'accord. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le Ah, les Canada. Canadiens, les En 1921, Frédéric non, mais Banting et Charles Best, 2 chercheurs canadiens, eh bien, découvrent l'insuline, eh bien, sauvant des millions de vies. Wow. Voilà, mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Ah, Exactement, au moins on le bien sait sûr. que l'insuline a été Canada. découverte au Canada par 2 Canadiens. Magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir à la barre notre premier invité. Il s'appelle Mamadou Ndiaye, s'il vous plaît, à la barre. Mamadou Ndiaye, encore une fois, un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Alors, vous allez nous parler de votre parcours qui est plutôt, qui est plutôt riche. Hein. Vous avez beaucoup voyagé, donc vous êtes entrepreneur hein, et vous avez plus de 10 ans d'expérience dans un secteur d'activité, donc la tech. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez travaillé dans de très grandes boîtes ici en France, sans les citer, hein, parce que je le vaux bien. Et vous avez travaillé en France, en Malaisie, au Sénégal, où vous êtes encore implanté. Vous avez cofondé Apsaya, donc c'est une plateforme de business matching pour événements professionnels. Et vous avez aussi tout dernièrement créé Wasabi, une communauté dédiée à l'économie halal. Alors, on va commencer par le début. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes dans la tech. Vous avez décidé ensuite d'entreprendre d'abord en France, ensuite en Malaisie, ensuite au Sénégal. Donc, il y a un riche parcours. D'abord, commençons avec Apsaya, que vous portez fièrement d'ailleurs. Absolument. Alors, Apsaya. Apsaya, c'est en langue malaise, qui veut dire appointment saya, mot rendez-vous. Au début, c'était une plateforme de prise de rendez-vous. Aujourd'hui, en France, beaucoup utilisent une plateforme pour prendre rendez-vous chez les médecins. On avait démarré à l'époque en France. En Malaisie, cette plateforme permettait de prendre rendez-vous chez les médecins ou dans l'administration. Et en fin 2017, on a pivoté, comme dans un rôle de start-up. On est allé au niveau des événements en travaillant avec le plus grand salon du halal au monde. L'économie halal, rapidement, c'est l'économie qui s'adresse aux 2 milliards de musulmans et pas que. Et la Malaisie, c'est le leader mondial de l'économie halal. En termes de chiffres, l'économie halal apporte 35 milliards de dollars à la Malaisie. C'est plus grand que le PIB total du Sénégal. Donc nous avons aidé ce salon-là qui regroupe 40 000 personnes et 1500 exposants. Cette plateforme permet aux acheteurs de rencontrer les bons fournisseurs
en venant à ce salon-là. Donc c'est une technologie qu'on appelle le matchmaking qui permet en fait de matcher selon les critères, les intérêts. Donc ça nous a permis d'entrer dans l'économie halal et de travailler avec les grands événements professionnels au niveau mondial. On a travaillé avec Halal Expo London, Canada, États-Unis, on a travaillé avec Saoudi. Le dernier qu'on a fait, c'est aux Philippines. Voilà, donc c'est ce que nous faisons avec Absaya. Donc finalement, il y avait un véritable besoin de ce business matching. Juste pour que les téléspectateurs comprennent bien, alors aujourd'hui, quand on va dans un salon, on y va, on a peut-être des velléités en termes de business, etc. On veut rencontrer certaines personnes, mais finalement, on y allait sans savoir qui on allait rencontrer. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de salons font mieux et décident tout simplement d'anticiper son arrivée sur le salon, à savoir de se dire je prépare mon arrivée sur le salon et je veux rencontrer telle personne. Eh bien, c'est possible avec le business matching. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une plateforme qui permet d'optimiser son temps. Par exemple, je ai un salon à Tokyo et moi, je viens de la France. Voilà, c'est un voyage, il faut prendre l'hôtel, donc c'est un investissement. Mais avant de venir, cette plateforme me permet de préparer mon voyage et aussi d'optimiser mon temps. S'il y a 1000 exposants, je ne vais pas aller rencontrer les 1000 exposants. La plateforme, avec son intelligence, va dire « Oh, vous cherchez du café de Kenya. Voici les exposants qui vous intéresseraient. » Ensuite, vous prenez rendez-vous, vous préparez votre rendez-vous. Quand vous essayez, ce n'est pas pour échanger des cartes de visite, c'est vraiment pour discuter business. Et donc, à grande échelle, ça permet vraiment d'aider non seulement l'exposant, lui, qui permet de générer des prospects de qualité, mais aussi le visiteur, l'acheteur, qui, lui, il sait ce qu'il veut, donc il ne va pas aller rencontrer 1000 personnes, il va rencontrer peut-être 10, mais de manière optimisée. Et l'organisateur, lui aussi, ça lui permet de générer de la donnée. On parle beaucoup d'IA. Il n'y a pas d'IA sans données. Donc c'est une plateforme qui permet de collecter de la donnée avant l'événement, pendant l'événement, et on génère des rapports qui permettent de connaître son événement d'année en année. Par exemple, récemment au Sénégal, on a aidé l'agence en charge des PME à générer plus de 2500 rendez-vous en un événement pour 1000 participants. Et on voit la croissance en termes de chiffre d'affaires générés, en termes de rendez-vous générés. Et ça aide bien les organisateurs à optimiser leurs événements. Bien sûr, clairement. Alors, cette offre s'adresse seulement au salon halal ? Non. En effet, on a une niche parce qu'on a travaillé pratiquement avec les plus grands salons du halal au monde. N'empêche que c'est une plateforme qui s'adresse à tout type d'événements. Alors juste récemment, on a travaillé avec un événement à Kuala Lumpur organisé par l'ambassade de France pour matcher les chercheurs ceux qui cherchent du travail avec des entreprises qui ont des postes à pourvoir. On a travaillé aussi avec des événements dans l'électronique, dans l'immobilier récemment. Il y avait un événement en France où ceux qui cherchent de l'immobilier pour la diaspora, on les matchait avec des promoteurs. D'accord, c'est très clair, c'est très précis, on sait exactement où on va. Et finalement, souvent, vous êtes une start-up, donc vous devez consolider votre business. Quelles sont les ambitions? Qu'est-ce qui va faire que vous allez atteindre les millions d'euros? Qu'est-ce qui manque ou vers quoi vous allez tendre? Est-ce que c'est stratégique? Vous ne pouvez pas en parler devant les millions de téléspectateurs que nous avons, ou il y a comme une ambition qui est assez claire? Bien sûr. En fait, la plateforme, en tout cas, notre ambition, c'est d'aider les communautés en fait, à interagir et à faire du business. Voilà. Donc, un événement, en fait, c'est juste un élément dans une communauté. Tous ceux qui organisent des événements, souvent, ils cherchent à développer des communautés. Si vous voyez des plateformes comme Facebook, LinkedIn, en fait, c'est des communautés. Donc, depuis quelques années, nous travaillons pour aider nos clients, nos organisateurs d'événements à non seulement attirer des personnes pour venir à leurs événements, mais aussi à les garder dans une communauté pour qu'en fait la communauté puisse se développer et faire du business ensemble. C'est d'ailleurs dans cette direction qu'il nous a poussé à créer Wasabi. Ah, bon, moi je ne le dis pas de la même manière, donc je vais le dire à la française, Wasabi. Wasabi, mais Parce que Wasabi, c'est quand même la moutarde japonaise. Exactement. C'est pimenté. Les deux. Et c'est fait à dessein. Voilà. C'était un jeu de mots comme ça. D'accord. Donc Wasabi, donc c'est une communauté halal. Donc là, qui s'adresse à une communauté professionnelle axée sur l'économie halal. Donc pour le coup, toutes les personnes musulmanes ou pas
qui travaillent dans l'économie halal sont sur la plateforme, en tout cas, devraient être sur la plateforme Wasabi. Exactement. Je sais pas si je l'ai bien dit. Exactement. On vous écoute. Le Wasabi, juste rapidement, pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce qu'au début, l'idée, c'était de montrer qu'en fait, l'islam, ce n'est pas que les Arabes. L'islam va jusqu'au Japon. Donc, on a voulu l'appeler Wasabi parce que le Japon. Et le Wasabi, ça veut dire quelque chose. Wasa, en arabe, ça veut dire Wasa, ça veut dire juste milieu. Et le BI, c'est Business Islam. C'est comme ça que c'est né. Avec du temps, au matin, Wasabih est venu, il y a un verset du Coran. Il y a plusieurs versets où il y a le mot Wasabih qui veut dire exalté. Et donc Wasabi, c'est juste au milieu, business, islam, halal. Donc Wasabi, en effet, c'est la communauté professionnelle de l'économie halal. En effet, ce n'est pas une question de musulmans, ce n'est pas une plateforme pour les musulmans. Parfois, on a une plateforme pour les musulmans. C'est une question de business. C'est du business. Et les leaders de l'économie halal, en fait, ce ne sont pas les musulmans. Le leader de l'économie halal, je ne sais pas si je peux le nommer ici, mais c'est une entreprise agroalimentaire mondiale qui est le leader de l'économie halal. Et en France, ceux qui ont lancé la viande halal, ce n'est pas les musulmans. Donc, et même au MIHAS, le plus grand salon du halal monde, 80% des exposants, ce ne sont pas les musulmans. Donc, ce n'est pas une question de musulmans. C'est du business. Ça pèse 3 à 4 000 milliards de dollars. Juste la partie tourisme pèse 300 milliards de dollars. Ah oui. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde qui veut s'y intéresser. Voilà, donc Wasabi, nous l'avons lancé en continuation de Absaya. Absaya, c'est les événements. Après l'événement, qu'est-ce qu'on fait? On rejoint une communauté, on continue à développer son business et ensuite on les amène aux prochains événements halal à travers Absaya. Exactement, donc c'est un cercle vertueux que vous avez créé. Absolument. Et comment ça se passe? Est-ce que les gens sont réceptifs? Est-ce que c'est, voilà, finalement, ils attendaient ce cercle vertueux? Oui, la demande est claire. Donc, ça fait quelques années qu'on amène Wasabih un peu partout dans le monde. Les gens s'intéressent à l'économie halal, soit pour trouver un travail, soit pour chercher des partenaires en phase avec leurs valeurs musulmanes, soit des gens non musulmans. Récemment, il y a une personne qui m'a contacté dans l'immobilier. Ce n'est pas un musulman, mais en fait, il a des demandes de musulmans qui veulent acheter en phase avec leurs valeurs musulmanes. Voilà, donc nous faisons beaucoup de offline. C'est une plateforme, dans les années à venir, nous estimons que ça permettra de multiplier les interactions, mais les gens nous appellent, nous demandent, je cherche par exemple récemment, quelqu'un en France qui cherchait un designer pour faire un produit pour les hommes musulmans. Je l'ai connecté avec des designers en Indonésie et ils sont en train de travailler. Voilà. Donc nous avons beaucoup de demandes offline. L'idée, c'est que ça puisse passer par la plateforme à terme. Exactement, pour que tout le monde puisse en profiter. Absolument. Alors, juste pour information, mesdames et messieurs, vous êtes cité comme l'une des 40 personnalités influentes dans l'économie halal mondiale. Donc, vous êtes classé aussi parmi les top 50 créateurs de contenu en start-up et entrepreneuriat en Malaisie. Donc, ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Donc bravo, bravo, bravo. C'est de longues années de travail, de longues années de sacrifice. Vous êtes un roi de business, c'est-à-dire que vous êtes sur la route. Vous avez commencé par la France, ensuite vous avez vécu quelques années avec votre famille en Malaisie, ensuite au Sénégal, vous êtes encore en France. Voilà, vous travaillez durement pour faire en sorte que ce projet se réalise et c'est en train de se réaliser. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Alors, beaucoup. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur Mamadou Ndiaye? Que le travail continue dans la sincérité et qu'on puisse être utile à la communauté et à l'humanité. Exactement. Et vous sentez le truc, vous savez que, voilà, par exemple, les gens qui nous regardent et qui se disent « Ah, l'économie halal, on ne connaissait pas, est-ce qu'on peut l'intégrer, est-ce que ça rapporte de l'argent ?» Qu'est-ce que vous leur dites? Entièrement, clairement, entièrement. C'est dans tous les domaines, vraiment, que je sois en France ou au Sénégal, un pays à majorité musulmane, les demandes n'arrêtent pas. Par exemple, le Sénégal, le mot halal, ils ne connaissaient pas en termes de business. Maintenant qu'ils l'entendent, là, on est appelé, là, récemment, en début d'année, le plus grand salon des PME du Sénégal nous a appelé pour organiser un panel de discussion sur l'industrie halal, où on a invité l'ambassadeur de Malaisie, un directeur d'un grand média français, le directeur halal Sénégal, et un directeur des relations internationales qui venait de la Turquie. Un panel de haut niveau. Donc il y a la demande au niveau politique
et aussi au niveau des individus, un peu partout dans le monde. Et la croissance de l'économie halal, on parle de 9 à 35% de croissance au niveau mondial. Et ces données-là, ça n'inclut que les 6 grands secteurs de l'économie halal. La nourriture, le tourisme, le voyage, le tourisme, voyage et finance, les recreation, comment on appelle, entertainment, le divertissement. Voilà. Voilà. Et l'Afrique n'est même pas, clairement, l'Afrique n'est même pas dans ces... Donc il y a un gros potentiel sur le continent africain et puis mondialement parlant. Merci beaucoup. C'est très très clair. Merci et je pense que vous avez donné envie à pas mal de personnes déjà de rejoindre la plateforme. J'insiste à Wasabi, si vous souhaitez tout simplement avoir plus d'informations ou faire du business. Et aussi Absaya, si vous avez des événements, que ce soit un événement halal ou pas, eh bien n'hésitez pas pour le business matching comme l'a fait l'ambassade de France. Voilà, mesdames et messieurs, rapide tour de table. Vous en pensez quoi, monsieur Mohamed Bankole? Moi, je trouve que c'est une plateforme qui est très, très intéressante. Je ne la connaissais pas. Je connaissais Wasabi, mais vu d'un autre type de plateforme sur la partie cloud. Mais je pense que c'est une plateforme qui va vraiment réunir plusieurs personnes, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, mais elle réunit beaucoup de personnes, elle permet de pouvoir s'échanger, de pouvoir se partager des choses. Et je pense qu'elle est intéressante. Exactement. Et je pense que je vais m'inscrire d'ailleurs et regarder comment ça marche. Tout de suite. Merci. C'est très intéressant parce que ça rend, par exemple, les voyages efficaces. Parce que c'est vrai qu'on part un peu dans l'inconnu quand on va visiter un salon international. Et si on fait ce travail-là à l'avance et qu'on a matché avec des fournisseurs, etc., ou des clients, on part beaucoup mieux armé et on se concentre du coup que sur son travail et pas sur, comme il disait, quel est le fournisseur que je vais aller voir. Exactement, les questions qu'on se pose tous. Et Baba, vous qui êtes sénégalais, c'est vrai que sur le continent africain, le halal, c'était juste pour la nourriture et pas plus. Quoi. Ouais, et encore, on est à peine parlé. Et puis on en parle de plus en plus maintenant. Lorsqu'on a demandé à la diaspora d'investir, en fait, de faire des dons, il y avait beaucoup qui ont dit ils veulent faire des dons, mais de manière économie halal. Exactement. Et ça a été un problème, Énorme. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Mamadou Ndiaye. N'hésitez pas, Absaya et Wasabi, si vous souhaitez en savoir plus. Allez, on poursuit cette émission avec notre premier tour d'Afrique. Non, on va continuer avec toi, Baba, non? Oui. Oui, j'aime bien Baba. Donc, Baba... lui nous permet tout simplement de découvrir des personnalités qui font briller le continent africain et qu'on ne connaît pas assez. Donc c'est très important pour nous de cette mise en exergue ici dans cette émission. Allez, c'est parti. Destination, le Tchad. Ils font bouger l'Afrique. Oui, alors aujourd'hui, direction le Tchad. Et on voulait vraiment mettre en valeur Jacqueline Moudena. Normalement, on aurait dû connaître son nom, tellement elle peut faire penser à une héroïne de cinéma. C'est elle qui a fait tomber l'impunité du dictateur Hissène Habré. Mais c'est surtout son parcours et la manière dont elle a fait qui est très intéressant. Elle est née en 1957 au Tchad. Elle a grandi dans un pays secoué par la guerre civile et les régimes autoritaires de Hissène Habré. Après des études de droit au Congo, elle revient au Tchad en 1995, déterminée à défendre les plus vulnérables. Très vite, donc, elle va s'engager au sein de l'association tchadienne pour la promotion de la défense des droits de l'homme, dont elle deviendra présidente. Mais c'est son combat face à Hissène Habré qui va marquer l'histoire. Habré a été responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts et de disparus qui a trouvé refuge au Sénégal. Et pendant 17 ans, Jacqueline Moudena va porter la voix des victimes, affronter les menaces, les intimidations, et elle a même été victime d'un attentat où elle a été grièvement blessée, mais elle s'en est sortie. C'était en 2001. Mais rien ne l'arrête. Elle rassemble les témoignages, mobilise les ONG, convainc les juridictions africaines et internationales. Et finalement, 17 ans après, c'est en 2016, la consécration, Hissène Habré est condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. C'est une première en Afrique, un ancien chef d'État jugé par un tribunal africain pour des crimes commis sur le continent. Ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va dire la grande leçon de ce procès. Elle a mis 17 ans, mais c'est qu'il est possible de lutter contre l'impunité. Et au-delà de ça, maintenant, elle s'est engagée pour les droits des femmes, des enfants, des prisonniers, contre la corruption. Elle est récompensée par de nombreux prix internationaux et elle reste toujours à défendre les plus vulnérables. On l'appelle la voix des sans-voix et elle prouve que la justice, même lente, finit toujours par attraper les bourreaux. Et je voulais vraiment mettre en avant
sa résilience et son fait qu'elle n'a jamais abandonné pendant 17 ans. Et c'est quand même Hissène Habré qu'elle a réussi à mettre sous les barreaux. Donc voilà pour le parcours. Merci beaucoup, Adèle. Donc, un nom à connaître, une femme de conviction. Modena, ouais. Exactement. Merci beaucoup pour cette mise en lumière ici sur le plateau de Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, vous êtes avec nous. On continue cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir un pitch. C'est un restaurateur où on permet à des téléspectateurs qui ne peuvent pas venir ici sur le plateau, peu importe où ils se trouvent, sur le continent africain, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, eh bien de pitcher leur projet, de nous envoyer la vidéo et on diffuse. On ne sait jamais s'il y a un partenaire, un investisseur qui pourrait éventuellement être intéressé. On aime ça sur Diaspora Africa. À la fin, comme je vous l'ai dit, Johanna nous envoie une question. On en parle ici dans l'émission. Dans un instant, on va vous avoir ici sur le plateau, mais tout de suite, petit tour d'Afrique. Alors, je vous emmène avec moi. Nous allons où? Nous allons au Bénin. Eh bien, ça tombe bien. Et oui, nous allons au Bénin, où on parle de cuisine et surtout d'une chef étoilée. Allez, on regarde et puis on revient. C'est parti pour Tour d'Afrique. Là, par exemple, on a typiquement un étalage de légumes. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut avoir des légumes un peu comme dans le sud. À Marseille, par exemple, on a les aubergines violettes, là, les aubergines noires. On a même de la courge depuis quelques années maintenant. On a beaucoup de courges. Ou peut-être c'est moi qui ne voyais pas ça quand j'étais petite sur les marchés. Le chou, ça c'est celui que ma mère préfère. Le métissage, pour moi, en cuisine, c'est pareil que le métissage culturel ou familial. Dans le sens où on va prendre deux personnes, deux influences, deux cultures qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Et puis, on va les rassembler. On va leur trouver on va leur trouver un langage approprié, on va leur trouver un équilibre, on va leur trouver quelque chose qui va révéler finalement une nature encore plus riche, encore plus intéressante, je dirais. Elle est plus folle et plus solaire que les chefs que j'ai pu connaître et elle est comment dire, elle a ses particularités. elle a beaucoup d'idées quoi. Je pense que je suis un ovni, mais dans le sens, ouais, les gens n'arrivent pas forcément à me suivre, ils n'arrivent pas forcément à comprendre, mais c'est pas grave dans l'absolu. Je pense que ce qui fait ma singularité, c'est ma personnalité, c'est mon vécu, mais c'est vraiment ma personnalité. Cette soif de liberté, mais liberté dans tous les sens du terme. C'est beaucoup d'attention, de détails qu'elle attend de nous, ce qui fait carrément toute la différence de tous les autres chefs pour qui j'ai eu à travailler dans le passé. Au début, je bottais pas mal en touche quand on disait oui, mais c'est génial, vous êtes une femme, en plus d'être une femme d'origine africaine, vous avez eu l'étoile, etc. Et je bottais souvent en touche sur cette question. Et en réalité, aujourd'hui, je ne veux plus botter en touche. Je pense qu'il y a des gens qui, du coup, se sont reconnus en moi, que ce soit dans le monde, le milieu professionnel ou pas. Et de se dire, bon, ben, si elle est y arriver, on peut y arriver, quoi. En plus, comme je vous disais, moi, j'ai pas un parcours classique. Moi, je cuisine à l'oreille, à l'odeur et au goût. Si c'est bon, c'est l'essentiel, non? Que ce soit bon. De retour sur le plateau après cette petite escapade béninoise. On revient ici. Alors, la nourriture béninoise est bonne? Très, très bonne. Oui, c'est quoi votre plat favori? Alors, je vais te donner des plats, mais je ne suis pas sûr que... On a dit un, on n'a pas d'idée. Bon, un plat favori, en tout cas béninois, c'est la pâte de maïs. C'est-à-dire? En fait, c'est de la farine de maïs qui est écrasée et bouillie. Du coup, ça fait une pâte. Et du coup, on la mange avec une sauce, soit une sauce graine, une sauce d'arachide ou des légumes. D'accord, très bien. En plus, c'est sans gluten. Exact. Bon, je ne sais pas si c'est sans gluten, je ne maîtrise pas ce côté-là, mais... Oui, c'est sans gluten. Sans gluten. Ok, d'accord. Pas le blé. C'est pas bon pour l'insuline.
Oui. Allez, on poursuit après cette petite envie. Parce que quand tu penses ça, tu dors après. Hein. Béninoise. Tant mieux, le ventre est bien rempli. Allez, mesdames et messieurs, maintenant, le moment, pour le coup, on va continuer avec vous. On va vous donner la parole. On va voir ce que le Bénin vaut, parce que vous êtes béninois. Allez, on accueille tout de suite Mohamed Bankolé. Merci. Mohamed Bankolé, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, vous êtes entrepreneur spécialisé dans la cybersécurité internationale. Vous avez créé l'entreprise ITnet Technologies, une start-up dans le domaine. Vous revenez de Singapour, voilà, je sais ce que je voulais dire. Effectivement. Vous revenez de Singapour, vous avez été invité donc, au GITEX, Asia, le plus grand rendez-vous mondial des start-up dans le domaine. Donc, un petit génie ici à côté de moi. Et vous êtes en train de créer un data center inédit basé sur une technique innovante. Et vous êtes aussi à la tête de Axetag, donc une entreprise de développeurs au Bénin. Donc, l'Afrique aussi, même si vous êtes en France, en Asie, l'Afrique, le Bénin, toujours dans le cœur. Alors, rapidement, on va parler de votre profil, de votre entreprise. Moi, voilà, j'ai cherché un petit peu, ça a été difficile. Donc, refroidissement par eau et immersion. Vous concevez et vous déployez des solutions de refroidissement haute performance pour data centers. Donc, expliquez-nous avec un langage plutôt simple. Voilà. Data center, c'est là où il y a le cloud, où il y a toutes les informations qui sont stockées. Exactement, oui. OK, ça, j'ai appris. Donc, les data centers, c'est des mangeurs d'énergie. Exactement, ils consomment énormément d'énergie. Énormément d'énergie, et c'est un coût énorme pour les entreprises parce qu'il faut faire refroidir ces data centers afin que ça puisse fonctionner convenablement. Oui, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. On y arrive, mesdames et messieurs. Oui, vraiment, je mérite. En tout cas... Alors, et vous avez trouvé une solution, donc en tout cas, vous avez exploité une solution donc, innovante pour réduire les coûts de consommation d'électricité, d'énergie, et via un système assez innovant. Exactement, donc je vais l'expliquer. Donc, déjà, ITnet Technologies, c'est une entreprise qui vend des services en cybersécurité par défaut. Et par la suite, on a commencé par vendre des services. On a eu plein de clients qui nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne vend pas la partie cloud. Parce que lorsqu'on leur vend des services en cybersécurité, ils ont besoin d'héberger leurs données. Et du coup, ça nous a poussé en fait à rentrer dans le cloud. On a commencé par acheter un serveur, 2 serveurs, et après on a rempli toute une salle. Et après on s'est dit, mais on continue comme ça, on va devenir opérateur, on va devenir fournisseur de réseau Internet. Et on a commencé par travailler sur comment refroidir nos équipements. Parce qu'on a constaté que lorsqu'on utilise nos serveurs, à un moment donné, par exemple en été, elles chauffent énormément. Bien sûr. Et la facture d'électricité, elle monte. Elle monte, ce n'est pas une petite facture. Elle ne pas sous-estimer, c'est vrai qu'on... Ah oui, elle double. Et on s'est dit, OK, on va passer d'abord au free cooling. Le free cooling, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, on va utiliser la température extérieure et la ramener à l'intérieur de notre salle et refroidir naturellement. Sauf qu'en été, quand il fait chaud, on prend l'air frais à l'extérieur qui est un peu chaud, voilà. Et du coup, ça fait un peu un goulet d'étranglement. Donc, il faut rajouter une autre source de refroidissement qui fait que en hiver, c'est bien, mais en été, on commence par galérer. On s'est dit, OK, on va travailler sur une autre solution. On va utiliser le water cooling. Water cooling, c'est quoi? En fait, on va prendre chaque composant électronique qui chauffe énormément. On va venir mettre un composant qu'on va appeler un cold plate. Donc, ce cold plate-là, il peut être en aluminium ou il peut être en cuivre pour faciliter l'échange thermique. Et là-dessus, on va faire circuler de l'eau. C'est quelque chose qui est déjà utilisé aujourd'hui sur les PC de bureau, à la maison. Je pense qu'il y en a plein ceux qui font les PC de gamers, en fait, ils ont déjà cette solution-là. Et nous, on s'est dit, on va le tester sur des équipements de serveurs pour data center. On l'a testé. Honnêtement, ça marche très bien, en été comme en hiver, mais c'est coûteux. C'est coûteux et c'est aussi un peu dangereux pour les serveurs parce que si quelqu'un vient faire une maintenance, par erreur, il peut tirer un câble et pouf, il y a de l'eau qui sort. Ça pète le serveur. Voilà. Et donc, on s'est dit, bon, ça, c'est dangereux. Il faut qu'on pense à une autre solution. Pourquoi ne pas se dire, l'eau est un meilleur échangeur, en fait, en termes de température. Il arrive à absorber facilement la température, en fait, d'un composant qui est chaud. Donc, on s'est dit,
pourquoi ne pas utiliser le même système du water cooling, mais cette fois-ci en émergeant directement le composant dans de l'eau. Donc, on a fabriqué notre propre armoire dans laquelle on va prendre les équipements électroniques, la carte mère ou même le serveur directement, on va le prendre et on va l'immerger dans de l'eau. Et quand il est immergé dans cette eau-là, déjà, il est sécurisé en termes de force, il ne va pas se casser, il n'y aura pas de la poussière. Et en termes de chaleur aussi, si par exemple quelqu'un, je ne sais pas, si par exemple les différentes personnes qui utilisent le serveur, ils demandent beaucoup de performance, ça va chauffer. Mais grâce à cette eau-là qui circule en boucle infinie, en fait, nous, on va absorber naturellement l'eau chaude qui est dans le conteneur et le ramener sur un composant qu'on va appeler un heat exchanger. Donc, heat exchanger, c'est un mini composant qui n'utilise pas l'électricité. En fait, il utilise une fonctionnalité de chaud, froid, chaud, froid. Je donne un exemple. Quand on prend une tasse de café et on le met dans un bol d'eau froide, qu'est-ce qui se passe? Les deux vont s'échanger la température. Le café qui est chaud, refroidir. Voilà, le café qui était chaud va refroidir un peu. Et ben en fait, on a un composant qui s'appelle heat exchanger qui est ce composant-là à l'infini, chaud, froid. Et à un moment donné, l'eau qui était chaude dans l'armoire, quand elle revient dans l'armoire avec la boucle infinie, elle va se refroidir naturellement, sans électricité. D'accord. Donc, question. Oui. C'est plongé dans quelle eau? Dans la mer, c'est où exactement? Ok, donc parce que j'ai dit de l'eau, mais c'est un abus de langage. Oui, mais c'est parce que sinon, ça va s'électrocuter. Donc en fait, c'est une eau qui est diélectrique. C'est une eau qui, déjà, on peut la boire, elle ne fait rien à l'être humain, elle n'est pas dangereuse. Et là-dedans, on a mis des composants qui font que même s'il y a de l'électricité, elle ne va pas électrocuter. D'accord. Et s'il y a une forte température, on a fabriqué cette huile-là, nous on l'appelle huile, mais pour tout le monde, ça ressemble à de l'eau. C'est très, très transparent. Mais c'est basé où? Enfin, quand je dis c'est basé où, je ne vais pas vous demander le lieu exact, mais c'est quoi? C'est un conteneur? Oui, en fait, c'est une armoire. En fait, on peut dire, aujourd'hui, quand on prend un centre de données, il y a plusieurs armoires qui sont debout. Exactement, ça, je visualise. Voilà. Mais nous, nos armoires, elles ne sont pas debout. Nos armoires, elles sont couchées. Un peu comme un congélateur qui est couché. D'accord. Et elles sont dans des bacs? Exactement, exactement. Donc, en fait, c'est des armoires couchées dans lesquelles on va mettre cette eau-là, qui est diélectrique, je précise, qui peut supporter jusqu'à 250 degrés en température. Ce qui signifie qu'elle ne va pas prendre feu tant qu'on n'a pas atteint cette température-là. D'accord. Et donc, vous êtes ultra compétitif parce que forcément, si on consomme moins d'énergie, on coûte moins cher. Et donc, forcément, il y a un intérêt pour ceux qui utilisent votre prestation, votre service. Donc, parce que la facture sera moins salée pour eux qu'avec la façon traditionnelle. Donc, très, très, très intéressant. Donc, aujourd'hui, les gens qui font appel à vous, vos serveurs sont basés en France? Oui. Pour l'instant, en Europe, en tout cas? Pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est que on est en train de construire le centre de données à Antrin-sur-Nouan. Après Antrin-sur-Nouan, on a un autre centre de données à Blénaud. D'accord. Toujours en France? Toujours en France. On essaie de viser des zones un peu rurales qu'on peut mettre en valeur en France, parce que ces zones-là ne sont pas trop habitées. Et le fait de construire des centres de données là-bas, ça permet de parler de ces villes-là, de les mettre en avant. Ça, c'est la première chose. Aussi, on est aussi aidé par les différentes villes qui nous accompagnent, qui nous poussent à pouvoir faire quelque chose. Bien sûr. Et pour les clients, parce qu'on dit c'est le cloud, on n'est pas obligé d'être sur site, parce que de toute façon, nous, on a des gens sur site qui font le job. La seule chose qu'il faut pour le client, c'est je veux tel équipement, je veux telle caractéristique. Le client va demander son serveur ou son serveur GPU. Et je parle principalement pour la partie IA. Il va demander son serveur ou son GPU et derrière, nous, on va faire le nécessaire pour lui. On lui met ça en place et après, on lui donne les accès à distance. Et comme si de rien n'était, il va pouvoir piloter ses machines à distance. C'est très intéressant, ces techniques, Baba. Mais du coup, on n'a pas parlé de l'Afrique, parce qu'on parlait de l'Afrique sur les data centers, et le problème des data centers, c'était la chaleur. Exactement. Il y en a qui parlaient de data centers dans l'eau, mais du coup, vous êtes a priori l'une des solutions, alors. C'est ça. On est en train de travailler dessus avec le Bénin. Donc, dans les jours à venir, vous avez pour objectif d'installer un data center? C'est ça. Dans les jours à venir, on va construire effectivement des data centers à Cotonou, principalement. Je ne vais pas donner la ville, mais Glodjigbe, pour ceux qui veulent savoir. Et l'objectif, c'est vraiment de promouvoir et de permettre à toutes les startups qui sont au Bénin, parce qu'il y en a beaucoup, de pouvoir héberger leurs données directement localement. Parce qu'on parle aussi de la souveraineté numérique. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, la plupart du temps, on va aller utiliser l'IA qui est à l'extérieur. Alors que si on arrive à l'héberger chez nous, parce qu'avec notre solution
et notre centre de données, on divise par 2 dramatiquement la consommation d'énergie. Et c'est très important. En Afrique, c'est très, très important. Et ça coûte très cher l'énergie sur le continent africain. Voilà. On est d'accord avec vous. En tout cas, c'est un beau projet. Félicitations. On comprend pourquoi vous avez été invité comme une star, comme une rock star, donc au GITEX en Asie. Alors, on va continuer avec le Bénin. On va même clôturer avec le Bénin parce que vous avez quand même cette société-là qui permet à des développeurs donc béninois de travailler à travers le monde. Et ça, c'est important de donner du travail à la jeunesse africaine. Effectivement. Donc, Axtag, c'est l'entreprise que j'ai créée en 2020 parce que je me suis dit l'Afrique est en fait engorgée de plein de talents. Donc, j'ai créé Axtag en 2020 à Cotonou. Au départ, on essayait de vendre des services en cybersécurité. Et d'ailleurs, je pense que la cybersécurité aujourd'hui, elle n'est pas trop mise en valeur, en tout cas. En Afrique, c'est très, très important parce que c'est le futur. Sans la cybersécurité, on ne peut rien faire. Mais on s'est basculé sur la partie développement via lequel on développe n'importe quel type de plateforme, logiciel. Et d'ailleurs, c'est Axtag qui nous accompagne à la plateforme qu'on développe aujourd'hui pour utiliser la technologie, qui s'appelle, je fais encore un spoiler, mais WayHost, qui est une plateforme qui est transparente, qui sera utilisée pour tout type de clients qui veulent s'héberger chez nous. Aujourd'hui, on utilise les technologies, mais ça sera une plateforme qui est transparente et utilisée pour... Donc, Axtag, voilà, exactement, pour des jeunes ou moins jeunes développeurs, etc. Donc, il y en a aussi pour vous. Quoi. Et on recrute aussi. Et en plus, ils recrutent, donc n'hésitez pas. Donc, je rappelle le nom, Mohamed Bankole. Et donc, hashtag, et juste épeler le nom, parce que vous aimez bien les noms un peu... Axtag, c'est A-X-E-T-A-G. Voilà, exactement. N'hésitez pas à aller sur le site internet éventuellement pour voir les opportunités. Ax-tag.com ou .fr. Bon, quoi qu'il soit, en tapant votre nom quand même et le nom. Voilà, mesdames et messieurs, c'est important pour nous d'avoir ce type de profil, que ce soit Mamadou Ndiaye ou Mohamed Bankole. Et bien voilà, ces profils-là qui promeuvent le continent africain, les talents africains et surtout qui sont eux-mêmes des talents du continent africain. Et vraiment, on est fiers, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Mohamed. Je vous en prie. N'hésitez pas. On aime ça. Allez, on continue cette émission. J'espère que vous allez bien. Le moment est arrivé de vous présenter notre agenda culturel. Si vous avez un événement à promouvoir, n'hésitez pas à nous envoyer vos flyers. On diffuse dans cette émission. Allez, c'est parti. L'agenda des diasporas. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Eh oui, mesdames et messieurs, on sourit parce que nous avons choisi les événements où aller. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer vos flyers. Cette émission, c'est bien sûr la vôtre. Allez, on poursuit. Le moment est arrivé de faire une courte pause. Si ça ne vous dérange pas, on va continuer à en discuter. Courte pause et on revient. Ne bougez surtout pas. Allez, c'est parti. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Monnaie Europe.
De retour sur le plateau de Diaspora Africa. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié, que vous appréciez donc nos deux invités. Nous avons Mohamed Bankole qui a créé donc un système performant concernant les data centers afin d'avoir un refroidissement optimal, moins cher, moins consommateur d'énergie et bien sûr bon pour l'écologie. Oui. On n'a pas parlé. Hein. Et l'augmentation de la durée de vie des équipements d'ailleurs. Exactement, donc bon pour l'écologie. Donc, et nous, on est éco-friendly. Exactement. Voilà, donc ça, c'est important. Et nous avons aussi notre invité numéro 2, Mamadou Ndiaye, qui lui nous a présenté Absaya, donc ce business matching pour les grands événements internationaux. Si vous souhaitez y aller de façon optimale, en ayant tout préparé en amont, eh bien, il faut utiliser Absaya et surtout contacter Absaya pour faire des événements extraordinaires. Et bien sûr, Wasabi, la communauté donc halal, tous ceux qui font du business avec le halal, c'est là-bas qu'il faut être, mesdames et messieurs. On continue avec Mohamed. Il s'appelle Mr. Earl. Je mets un accent un peu anglais. Et oui, et Mr. Earl nous emmène au Cameroun avec la chronique Us et coutumes d'Afrique. Allez, on y va. Oui, alors aujourd'hui, on va au Cameroun. Dans le nord du Cameroun, dans les monts Mandara, c'est proche de la frontière nigériane. Et dans cette région montagnarde, il y a un peuple qui s'appelle les Mofou. Et ils ont une tradition qui m'a interloqué et je voulais vous la présenter. En fait, c'est ce qu'on appelle le tissage prophétique. Dans leur langue, parce qu'ils ont une langue, hein, bien sûr, c'est Mirai Kadzal, ça veut dire fil de vérité. Et en fait, c'est une sorte d'oracle camerounaise, en fait. Camerounais, je veux dire. Et ce qui se passe, c'est que c'est des dames et qui ont été repérées lorsqu'elles étaient très jeunes pour leur sensibilité spirituelle. Donc, ce n'est pas n'importe qui le fait. Hein. C'est des dames, donc elles sont âgées et elles ont été repérées déjà à leur jeunesse. Et en général, c'est un talent qui se transmet de mère en fille. Et si tu veux, en fait, la tribu charge ces dames-là de faire il y a des nuits où il y a la lune. Et en fait, elles font des tissages. Donc, à la lumière de la lune, donc c'est-à-dire dans la pénombre, ça, on ne voit pas très bien. Et en fait, elles disent justement qu'elles tissent dans la pénombre. Et ce ne sont pas elles qui tissent, mais leurs ancêtres qui guident leurs mains pour tisser. Et en fait, elles font ça. Donc, en fait, ça sert à il y a trois buts de faire cette cérémonie, cette cérémonie. C'est d'interroger l'avenir de la tribu, du village, par exemple, ou de transmettre un message des ancêtres aux jeunes de l'époque, quoi. Et le troisième, c'est d'éviter une malédiction. Donc, si tu veux, en fait, alors, la nuit, elles vont tisser, et le lendemain, il y a des hommes qui ont aussi une particularité, c'est de faire l'exégèse de l'herméneutique, l'interprétation de ces tissages. Et donc, en fait, si tu veux, donc, ils prennent, ça fait à peu près 30-40 cm de largeur. Donc, ils regardent ça et puis ils interprètent. Donc, si, par exemple, les formes sont harmonieuses, ça veut dire que ça a un bon présage. Si, par exemple, c'est plutôt désordonné, forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bien qui risque d'arriver. Et puis aussi, tout ce qui est direction des tissages, etc. Donc, en fait, c'est une manière d'avoir un oracle, quelque chose à quoi tu peux poser des questions et avoir des réponses. Donc, en fait, le lendemain, interprété par des hommes qualifiés pour ça. D'accord, merci beaucoup pour cette mise en exergue de ces croyances venant du Cameroun. On en apprend ici sur Diaspora Africa. Merci beaucoup, Mr. L. Allez, on continue cette émission. On tend vers la fin. Hein. Alors moi, je vous propose tout de suite... vous aviez trouvé... Oh, Baba. Ça marche. Ok, allons pour un pic. Et chaud bouillant, j'espère que tu vas trouver la réponse. Allez, question pour un champion, pour le coup, où il n'y a que des garçons aujourd'hui. Alors, question, mesdames et messieurs, tout le monde joue. Dans quel pays se trouve la plus haute montagne du monde? Facile. Népal. Oui, c'est le Népal, exactement. Il faut connaître les montagnes. Moi, je ne connais pas les montagnes. C'est l'Himalaya. Exactement. Alors, non, ce n'est pas l'Himalaya. Hein. C'est le mont Everest. Ah, au Népal, ça? Oui, c'est au Népal. Ah oui, d'accord. Oui. Non, le Népal, c'est clair. Mais le nom, ouais. Exactement. Mais c'est dans la comment dire, himalayenne. Oui, bien sûr, exactement. Ouais, enfin, 8800. Voilà, exactement. 8849 mètres se situe à la frontière entre le Népal et le Tibet. Voilà. Donc, elle est juste derrière moi. Donc. Magnifique. Exactement. Qui sait skier ici?
On est africain. On est africain, hein. On ne skie pas, bien sûr, hein, quand même. Bah, moi, je skie. Ah oui. J'ai failli même faire des concours internationaux. Ah oui. Je rigole. Quand même. Arrêtons. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de cette émission, mais on va donner la parole à notre pitcher du jour. Il s'appelle Kenny. C'est un restaurateur devenu chef. Il lance un restaurant familial en Île-de-France avec la cuisine traditionnelle congolaise métissée à la cuisine occidentale. Et oui. Allez, on regarde et puis on revient. Bienvenue au Crispy Pepper. Voici la nouvelle carte élaborée par moi-même en tant que chef. Tout produit sont faits maison. Beau projet. Merci à Kenny. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, tout simplement lui donner un peu de force, eh bien, n'hésitez pas à aller manger chez Kenny. Allez, on continue. Donc, avant de donner la parole à Johanna, qui vit à Bruxelles, on va terminer avec vous. Vous avez les téléspectateurs qui vous regardent partout dans le monde, j'insiste, que ce soit en Europe, aux États-Unis et bien sûr sur le continent africain. Donc, n'hésitez pas à passer votre message. Donc, vous avez une caméra qui est juste là. Je vous en prie, on va commencer par vous, Mamadou Ndiaye. Bonjour à tous, donc Mamadou Ndiaye. Si vous vous intéressez à l'économie halal, juste pour découvrir ou pour faire des partenariats, je vous conseille de télécharger et d'installer Wasabir qui est sur les stores pour vous connecter et développer votre business. Et si vous organisez des événements un peu partout dans le monde, vous pouvez faire appel à Absaya pour vous aider à optimiser votre événement et aussi à satisfaire vos participants. Exactement, et c'est prouvé. Vous avez pas mal d'avis très positifs. Et encore une fois, vous avez travaillé avec les plus grands salons du monde. Donc, en gros, c'est un produit qui est prouvé, qui est validé. C'est ça, hein, il est validé. OK, on continue avec vous, Mohamed Bankolé du Bénin. Donc moi, je dirais déjà pour toute la communauté africaine, actionnaires, investisseurs, entreprises qui souhaitent souscrire des services cloud ou toute personne qui fait aussi du développement, qui a envie de travailler avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous allez sur le site Itinet Technologies ou Axtag, contactez-moi ou sur LinkedIn. On est là pour faire avancer le monde du futur qui est le cloud. Et sans le cloud, je pense que le futur n'existera pas parce qu'on en aura besoin. Et je compte sur vous pour nous supporter et nous accompagner dans les différents challenges et projets qu'on est en train de construire. Merci. Exactement. Merci beaucoup, Mohamed Bankolé. Et on continue. On va terminer avec Johanna de Bruxelles. Donc il y a la question qui s'affiche juste derrière moi. Comment les États africains pourraient-ils mieux intégrer leur diaspora? J'espère que vous y avez réfléchi. Oh. Alors c'est une question qu'on se pose souvent. Alors Mamadou Ndiaye, je sens que vous êtes pressé même de répondre à la question de Johanna. C'est une très bonne question. Donc la diaspora, je suis rentré au Sénégal il y a 3 ans. En termes d'intégration, il faut vraiment que les États en tout cas, fassent plus d'efforts à dialoguer, à discuter. Parce que quelqu'un qui a quitté son pays il y a 10 ans, 20 ans, voilà, c'est en fait un peu perdu. Donc il faut vraiment des services adaptés pour discuter avec eux. Il faut vraiment leur offrir un parcours peut-être... un parcours vraiment complet. Parce que moi, j'ai pensé, je me disais en fait, je croise beaucoup de Sénégalais à l'international, des gens brillants. Et je me suis dit, mais en fait, moi, si j'étais à des niveaux de pouvoir, je prends mon avion, je vais aller les chercher un par un. Exactement. Un par un et les ramener. Beaucoup de pays comme la Malaisie ont beaucoup travaillé pour que leur diaspora revienne. Donc c'est vraiment un parcours et vraiment investir dans ça.
C'est vraiment, il y a une promotion à faire, il y a des millions à investir pour aider la diaspora, les convaincre. Parce que beaucoup veulent revenir, hein, mais il y a du flou en fait. Exactement. C'est vraiment une vraie politique et de l'investissement. Et c'est un investissement qui paye. Qui paye, exactement. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. On continue avec vous, Mohamed. Ouais, moi, je pense que je parlerai principalement pour l'Afrique comme d'habitude, mais je pense qu'il faut que les chefs d'État africains, en tout cas l'Afrique, ils sachent qu'à l'international, il y a beaucoup de compétences. Il y a beaucoup d'Africains qui sont super compétents dans différents domaines qu'on aurait pu ramener en Afrique pour les faire travailler sur des sujets auxquels l'Afrique en a besoin. Quand je parle du cloud, par exemple, moi, je vais faire des choses en Afrique, mais il y a plein d'autres experts ou plein d'autres gens qui sont compétents sur les semi-conducteurs ou sur plein de choses qu'on aurait pu en fait récupérer parce que c'est des Africains, mais en fait on ne les voit pas, on les incite pas à venir en Afrique pour venir s'implanter, venir faire des choses. Et je pense que c'est le futur. Il faut vraiment qu'on incite ces gens-là à retourner en Afrique et venir implanter quelque chose pour que l'Afrique demain, parce qu'elle regorge beaucoup de compétences, je le dis encore, puisse évoluer et devenir en fait le continent incontournable, parce qu'on a beaucoup de ressources. Mais et le Rwanda avait mis en place pas mal de politiques de retour. Et ça, c'est intéressant. Et le Ghana aussi essaie de faire un peu la même chose. Qu'il faut, en fait. Et ça paye. Oui. Quand on voit l'évolution. On continue avec vous, Mr. L. Moi, je pense que moi, je pense qu'il faut un ministère dédié. Il y a certains pays qui... Moi, le Maroc l'a fait, par exemple, au sein du ministère des Affaires étrangères. Mais il faut des ministères avec des vrais moyens, effectivement, pour aller détecter, etc., aller chercher les talents de la diaspora et faire en sorte, ça c'est une première chose, la détection, mais ensuite faire en sorte qu'ils puissent s'installer au pays dans les meilleures conditions, c'est-à-dire juridiques, etc. C'est important qu'ils se sentent... que les gens de la diaspora se sentent en sécurité lorsqu'ils reviennent dans leur pays ou le pays de leurs parents. Donc je pense que l'un des secrets, c'est un ministère ou un secrétariat d'État dans le ministère des Affaires étrangères. Avec des moyens, avec des moyens, parce que c'est un investissement qui n'est pas à fond perdu, c'est sûr et certain. Exactement, on est d'accord sur ça. On finit avec vous. Ils n'ont pas la même vie à l'extérieur, donc s'ils rentrent, il faut qu'ils se sentent à l'aise. Ils y gagnent aussi, parce qu'ils sont patriotes, mais en même temps, ils ont une famille, ils ont des enfants, il faut pouvoir vivre. Et des gens dans ce ministère-là, des gens qui savent de quoi ils retournent. Des gens qui savent de quoi ils retournent. C'est-à-dire, bon, voilà, suivez... Oui, mais c'est vrai que j'ai pointé du doigt quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que le patriotisme, souvent on dit oui, mais c'est pour le continent, c'est pour votre pays, il faut venir, parce qu'il faut développer. Ça ne suffit pas, c'est-à-dire que malheureusement, c'est que des belles paroles. Il faut accompagner. Ce sont des belles paroles, les gens mangent, les gens doivent se loger, les gens, etc. Donc il faut mettre en place les éléments nécessaires pour que les gens aient envie d'y aller, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du pays qu'ils gouvernent. Absolument. Donc, on est d'accord sur ça. Et je pense aussi qu'il faut que la diaspora aussi arrive à s'organiser en faisant un bloc et permettre d'avoir cette visibilité aussi aux pays qui les reçoit. Parce que c'est vrai qu'en Europe ou en France, on va vous trouver ici tel type, mais assez isolé. Alors que si on arrive à avoir une structure au niveau de la diaspora qui pourra dire, tiens, nous avons besoin de tel, le voici. Et un peu comme c'est passé au Rwanda. Au Rwanda, il suffisait juste d'être vu par les réseaux sociaux et on vous appelle. Wow. Donc voilà, de faciliter les canaux aussi, quoi. En gros, ce que tu dis, c'est que les moyens sont là, c'est-à-dire que même pour la détection, c'est de plus en plus simple, vu qu'il y a les réseaux sociaux, vu qu'il y a ce type d'émissions aussi qui mettent en avant donc, des beaux personnages que vous êtes, messieurs, des belles personnes que vous êtes. En gros, c'est une question de volonté. Déjà, ça commence par là, la volonté d'intégrer, la volonté de donner la place à cette diaspora qui peut contribuer concrètement donc, au développement du continent africain, parce qu'on a assez de parler du développement, on a assez de parler de développement. À un moment, il faut qu'on parle de croissance, il faut qu'on mette effectivement une vitesse supérieure. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci à Johanna de Bruxelles pour cette bonne question. Eh bien, merci à vous, Mamadou Ndiaye, on peut vous applaudir. Merci à vous, Mohamed Bankole, c'était un plaisir de vous avoir ici. Merci à Mohamed, ainsi qu'à Babadem. Mesdames et messieurs, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.